9 membres de la Cour que je connais très bien, dont j'apprécie les compétences, mais il n'y a aucune femme, alors que nous avons les femmes de qualité, qui devaient y faire partie. La RPTC, il y a environ 17 personnes, il n'y a aucune femme, et regardez le gouvernement actuellement, regardez d'autres instances. Et moi-même, en tant que secrétaire général d'un parti politique, j'ai mis en place un gouvernement du parti. Vous ne sentez pas les femmes être ambitieuses et venir avec leur CV, insister pour... Elles ont peur. Bon, je ne sais pas ce qui les bloque en fait, alors que j'ai constitué en fait, entre guillemets, aussi un des modèles. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elles ne viennent pas, mais lorsque je les sollicite, elles viennent, alors elles travaillent avec une compétence inouïe. Vous vous demandez, j'aurais eu tort si je n'étais pas allé chercher cette femme-là. Donc, on ne doit pas continuer à pouvoir les chercher de cette façon-là. Mais madame, vous ne pouvez pas nous voiler la face. On sait que le taux de la représentativité des femmes dans les institutions de prise de décision, comme vous l'avez dit, est trop faible. Est-ce que ce combat sera-t-il gagné un jour? Oui, nous gagnerons ce combat, maman, parce que nous venons de loin. De là où nous sommes venus, je vous ai dit, je prends toujours l'exemple de 1960, les femmes n'ont pas voté. Ce n'est pas parce qu'elles n'existaient pas au Congo. Au Congo, il y avait bel et bien, il y avait les femmes qui avaient participé même à la table ronde de Bruxelles, mais dont on n'a pas fait allusion. Il y a des femmes qui ont participé dans beaucoup d'autres, dans les mouvements d'ailleurs de l'indépendance, etc. Mais les femmes n'ont pas eu droit de vote. Aujourd'hui, les femmes votent. Hier, on n'avait pas de dispositions de loi qui faisaient la promotion des droits civils et politiques des femmes, mais aujourd'hui, nous en avons. Il y a même la Constitution qui est tout à fait claire. Il y a la loi sur la parité, la mise en œuvre du principe de parité, d'égalité hommes et femmes, qui est en discussion au Parlement, qui va être finalisée. Et puis, il y a les femmes aujourd'hui. Moi, j'en suis l'exemple. Avoir une femme qui dirige un des grands partis politiques dans les instances de prise de décision. Donc, ce sont des choses, le verre certainement est à moitié plein et à moitié vide. À moitié plein, c'est-à-dire il y a des avancées du point de vue des lois et aussi la conscience qui commence à changer. À moitié vide, c'est que la volonté politique s'est fait encore attendre. Parce que sur ces questions-là, il y a le volet de dénomination, de désignation, et puis il y a le volet des compétitions. Pour la compétition, on ne peut pas, au nom de la démocratie, imposer à la population de voter autant d'hommes, autant de femmes. Mais il y a des mesures qui doivent se prendre en amont, de sorte qu'en aval, nous ayons un certain nombre de femmes qui sont issues, par exemple, d'une compétition électorale. Donc, de ces mesures passent par les lois électorales qui doivent tenir compte, les listes électorales qui doivent tenir compte d'autant d'hommes et autant de femmes dans ces listes-là. Il y a des mesures qui doivent tenir compte, par exemple, dans d'autres pays, il y a le quota. Il y a des mesures du genre à compétence égale, on privilégie la candidature féminine. On appelle ça des discriminations positives. Mais il faut encore que ces femmes-là aussi prennent conscience elles-mêmes, qu'elles puissent compétir, qu'elles aient des ambitions. Parce qu'une femme politique, ou un homme d'ailleurs, qui n'a pas d'ambition, c'est comme un être humain qui n'a pas faim, qui souffre, qui n'a pas d'appétit, qui souffre de l'anorexie. Exactement. L'ambition, c'est ce qui suscite, c'est ce qui fait agréable la vie politique. Mais nous, en tant que responsables, le plus important pour nous, c'est de gérer ces ambitions pour qu'au même moment, ça ne soit pas des ambitions démesurées. On doit savoir ce que l'on représente, ce que l'on est capable de faire, ou alors qu'on ne revoie pas ces ambitions à la baisse, sinon on va brader aussi ses compétences. Alors parlons un peu de la parité. Est-ce que la femme congolaise vous semble être suffisamment outillée pour s'inscrire durablement dans la parité? Nous sommes dans un processus, parce que nous venons de loin, comme je l'avais dit tantôt, tout part par la conception de la société vis-à-vis de la femme. Vous-même ici, en tant que journaliste professionnel, la première question que vous m'avez posée, c'est de savoir comment est-ce que moi, comme femme, je concilie ma vie de foyer avec la vie politique, la vie publique. Oui. Alors que l'homme qui est dans ma condition, vous ne poserez jamais cette question-là. Donc vous voyez un peu ce qu'on conditionne la femme, on la lie toujours avec la vie au foyer. C'est comme si la femme ne fait que le foyer, alors que la femme peut tout faire. Elle peut être, donc ça c'est déjà au niveau de la société. Deuxièmement, c'est la même chose dans l'éducation. Parce qu'on a des difficultés, on préfère faire étudier d'abord l'instruction, s'occuper de l'instruction des garçons en disant que la fille est orientée directement au mariage. Donc investir à l'éducation de la fille, c'est faire une perte par exemple. Par contre,
investir à l'éducation du garçon, c'est alors qu'on pourrait devoir récupérer ou alors on aura les gestionnaires de ces pays. Tout part de là. Et du coup, les femmes ont accumulé un retard par rapport à pouvoir se mettre sur le même pied d'égalité que les hommes. Bon, comme je vous ai dit, ce sont des faits sociaux, ce ne sont pas des faits statiques, ce sont des faits dynamiques. Avec l'éducation de la société, avec la nouvelle donne des droits humains, l'égalité des hommes sans discrimination des sexes, eh bien, on va y aller petit à petit, on pourra atteindre la parité. Mais l'État a l'obligation d'avoir beaucoup plus de programmes, des mesures en amont pour que nous puissions avancer un peu plus vite dans ce processus-là. Quand même, il faut reconnaître, ça va à pas de tortue. Et que direz-vous alors à ces femmes-là qui pensent que la parité, c'est vraiment être égal à l'homme, c'est être devant un homme, faire comme si moi aussi j'étais un homme? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'une femme intelligente et responsable? L'égalité dont on parle, c'est vrai, l'homme et la femme sont égaux. Il s'agit de l'égalité en droit. N'est-ce pas? Oui. Et l'homme et la femme, tous sont égaux en droit. Nous faisons les mêmes études, n'est-ce pas? Oui. Nous avons les mêmes compétences. Vous ne pouvez pas dire parce que vous êtes un homme, vous avez beaucoup plus de bonus en termes de rémunération qu'une femme. N'est-ce pas? C'est ce que nous combattons, c'est ce que nous disons que c'est une violence faite à la femme. Par contre, l'égalité n'est pas physiologique. Moi, je suis une femme, j'ai été créée comme ça, à l'image de Dieu en tant que femme, et l'homme aussi demeure l'homme, avec sa physionomie, sa physiologie de l'homme. Donc, de ce point de vue-là, chacun a sa fonctionnalité. Moi, j'ai les fonctions des femmes, la fonction noble, par exemple, de procréation. L'homme aussi a sa fonction de procréation, mais qui se limite à un certain niveau. Moi, j'ai la fonction de procréer, j'ai la fonction de conserver, de donner la vie. L'homme ne peut pas donner la vie comme moi. Je peux être enceinte et donner la vie. L'homme n'a pas cette fonction-là. Bon, je sais qu'il y a la technologie, on manipule un peu les instruments, les corps humains, mais moi, je suis contre cette façon de voir les choses. Donc, l'égalité n'est pas physiologique. L'égalité, c'est l'égalité des droits. Les droits de l'homme sont les droits des femmes, donc les droits des femmes sont les droits humains. Alors, changeons peut-être des sujets pour parler de l'actualité. Nous pouvons dire un mot sur les élections provinciales qui pointent déjà à l'horizon. Vous êtes la présidente de la Ligue des femmes congolaises pour les élections, l'IFC. Pensez-vous que ces scrutins auront bel et bien lieu quand on sait qu'il y a eu des prolongations concernant les dépôts des candidatures par rapport au calendrier publié par la CENI? Ok, merci beaucoup. Moi, non seulement je pense, mais je crois aux élections. Parce que les élections, en tant que démocrate, c'est le moyen par excellence où on remet le pouvoir au souverain primaire pour se doter de ses dirigeants. Et ça, c'est constitutionnel. Le pouvoir du peuple se trouve incarné, codifié dans la Constitution et nous avons tous l'obligation de le respecter. C'est exécutoire et opposable à tous. Alors, nous en sommes arrivés à l'étape où le mandat de telle ou telle institution touche à la fin et même en dépassement. Donc nous demandons à ce que tout le monde nous soyons impliqués aux élections. La Ligue des femmes congolaises pour les élections, vous l'avez mentionné, c'est une organisation que j'encadre les femmes politiques de toutes les tendances, majorité, opposition et autres indépendantes. Je crois que ça se sent maintenant sur le terrain. Il n'y avait pas assez de femmes politiques qui s'exprimaient. Nous avons fait un effort de mettre les femmes politiques ensemble, de les demander à s'exprimer. Aujourd'hui, vous voyez dans des états-majors politiques, les femmes de la majorité ou les femmes de l'opposition ont suivi donc ces modèles-là de la LIFC et les femmes se positionnent partout. C'est vrai qu'il y a encore des obstacles qui demeurent. Et les élections, nous les voulons, les élections provinciales. Je sais que les plus importantes actuellement, c'est les élections présidentielles et législatives nationales. Présidentielles parce que c'est constitutionnel suivant le mandat. Mais nous sommes membres d'un pays à parlement bicaméral. Donc pour avoir un parlement bicaméral, il nous faut aller aux élections provinciales parce que ce sont les députés provinciaux qui vont élire des sénateurs. Et nous allons aussi dans l'approche
de la décentralisation, de l'installation de nouvelles provinces. En tout cas, il nous faut de nouveaux députés provinciaux qui vont élire de nouveaux gouverneurs, des nouvelles assemblées délibérantes au niveau provincial pour que nous démarrions la République avec une nouvelle donne. Donc vous avez la foi que ces élections vont vraiment avoir lieu? Les élections vont avoir lieu. Nous demandons aux partenaires et au gouvernement de s'impliquer pour que ces élections aient lieu. C'est vrai qu'en tant que MLC, nous avons émis notre vœu pour que l'élection provinciale ne soit pas couplée avec les locales, parce qu'il n'y a pas encore un cadre propice en termes de découpage des circonscriptions pour les locales. Et aussi, en termes de l'opérationnalité, il se pose encore un problème d'opérationnalité. Aujourd'hui, nous sommes déjà en début de mois de juin, alors que le calendrier électoral de la CENI avait prévu que le 20 février, soit la date où la loi sur la répartition des sièges sera promulguée. À ce jour, cette loi n'est même pas encore déposée au Parlement. Il y a encore des difficultés. Alors, il y a aussi ce que nous avons demandé pour la faisabilité, la bonne faisabilité des élections, que nous puissions avoir l'enrôlement et l'identification de nouveaux majeurs, donc les jeunes, à plus de 5 millions de Congolais qui doivent participer à ces processus, qui doivent s'exprimer. C'est une tranche d'âge très très importante. Nous avons demandé aussi la problématique de la fiabilisation d'un fichier électoral pour qu'on sache, nous allons aux élections avec quel est le nombre, la fourchette du corps électoral. Alors, toujours par rapport à ces élections, en tant que femme, croyez-vous que les taux de participation des femmes cette fois-ci sera un peu élevé par rapport à 2006 et à 2011? Je venais de voir les statistiques encore provisoires de la CENI. Je vois qu'il y a un problème. On risque de naviguer même dans les environs 10 à 11%. Il y a encore de nouvelles donnes qui se sont ajoutées. Vous avez vu, vous aviez parlé de prolongation de dates qui devaient s'arrêter au 25 et puis avec un sursis jusqu'au 30 mai. Eh bien, il y a eu la donne de caution électorale. La caution électorale qui a été revue à la hausse a posé beaucoup de problèmes aux candidats, les indépendants. Souvent, les femmes aiment postuler en indépendant, même si nous les appelons nombreuses au sein des partis politiques. Alors, ça a posé des problèmes et ça a constitué encore une de pesanteur pour diminuer le nombre non seulement des femmes, mais il y a aussi des hommes. On n'aura pas beaucoup de candidatures comme c'était en 2006 lors des élections provinciales. Alors, vous êtes une femme politique. On a constaté sur terrain que lors des élections, les femmes votent plus pour les hommes que pour leurs semblables femmes. Selon vous, que faut-il faire pour pallier à cette situation? Oui, vous avez parfaitement raison. Vous savez, lorsqu'on va voter pour quelqu'un, on vote, on désigne, on mandate la personne, vous pensez qu'elle est capable à pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Mettez-vous dans ces contextes-là. Alors, nous avons donc le devoir, nous, dans la société, je commence d'abord par la société en général, à pouvoir redorer l'image ternie de la femme. La femme a été longtemps présentée comme un être faible. La femme a longtemps été présentée comme un être pas capable, facilement malléable, etc. Maintenant, les hommes et les femmes congolais ont beaucoup de problèmes dans leur pays. Souhaiteraient avoir des gens, lorsqu'ils votent pour que nous souhaitons avoir quelqu'un qui est capable, comme je l'ai dit, d'apporter des solutions à nos problèmes. On ne va pas donner la voix à une personne présentée comme faible, victime de violences sexuelles, elle est pauvre, le VIH-Sida a porté l'image de la femme, la pauvreté a revêtu l'image de la femme et tout ça. Maintenant, en deuxième volet, nous les femmes qui sommes là, comme précurseurs, nous avons donc le devoir aussi de pouvoir montrer le modèle, l'exemple. Moi, quand je postule, les femmes votent pour moi. Je vais vous donner un exemple. En 2011, il y a eu 32 candidats dans la circonscription électorale de Bassoko, ex-district de la Chopo, aujourd'hui province de la Chopo. Et dans ce territoire-là, il y a eu 32 candidats pour 2 postes à compétir. Parmi les 32 candidats, il y avait 28 hommes et 4 femmes. N'est-ce pas? Nous sommes allés à la compétition électorale. 28 hommes, 4 femmes, mais les 2 sièges ont été remportés par les femmes. Moi-même, oui,
Ce n'est pas un miracle, c'était des faits vrais et c'était prévisible parce que parmi les candidatures, les personnes qui ont excellé sur le terrain, c'est moi-même en tant que femme et puis Dr Anastasie Moleko, qui est aussi une femme. Donc nous avons sillonné toute l'étendue du territoire. Nous avons parlé à toutes les couches de la population et nous avons démontré de quoi nous étions capables pour porter haut le point de vue de la population, les aspirations de la population du territoire de Bassokon. Les autres n'ont pas démérité, mais en termes de comparaison, vraiment nous étions à la compétition électorale. Comme pour dire, quand vous montrez à l'opinion, à la population, que vous êtes capable d'apporter des solutions à leurs problèmes, ils vont venir vers vous. Les hommes même qui disaient, nous allons vous donner, moi je n'ai pas dit que je vais leur donner quoi que ce soit, j'ai dit qu'en moi, vous aurez un bon porte-parole, ou si vous voulez, une bonne porte-parole pour vos aspirations dans les instances de prise de décision. Alors, nous avons présenté la chose en toute vérité, en toute compétence que nous étions capables. On a voté sur nous, on a jeté, la population a jeté son dévolu sur nous. Voilà pourquoi nous demandons que les femmes n'aillent pas à l'élection, à la compétition, en train de supplier comme des êtres faibles. Ayez pitié de moi, choisissez-moi. Non. Je suis une femme. Je suis une femme. Non, vous venez leur dire, vous pouvez compter sur moi. Faites-moi confiance. Je suis en mesure d'apporter ça comme solution. Et je suis en mesure d'être votre porte-parole. Un député n'est pas appelé à construire des écoles, des routes, des hôpitaux, faire des actions sociales, c'est au gouvernement. Dites-leur non seulement je vais parler de votre circoncision, de votre contrée, mais aussi je vais contrôler l'action de l'exécutif par rapport au bien-être social, par rapport à la responsabilité de l'exécutif sur sa gestion dans votre contrée. Donc vous vous présentez une personne capable. Si vous vous présentez une personne faible, même moi, je ne peux pas voter pour vous. Alors, on peut dire que pour les élections à venir, Mme Eve Bazaïba va voter aussi pour une femme. Bien sûr, j'ai toujours voté aussi pour des femmes. Si les femmes se positionnent, moi, je vois plus les compétences. Donc, si vous me démontrez en termes de compétences, en termes de qualité, l'excellence, moi, je suis faible à l'excellence. Si quelqu'un est excellent, quelqu'un est capable, je suis ça, mais je ne vois pas de considération en termes d'argent ou en termes de beauté physique ou quoi, mais je vois plutôt la capacité d'apporter des solutions pour la population. Alors, le mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, dont vous êtes aujourd'hui la secrétaire générale, est-il prêt pour affronter les prochaines élections? Nous avons aligné des candidatures sur 189 circonscriptions électorales qui comptent la République démocratique du Congo. Ah bon? Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi un nombre élevé de femmes, j'espère. Oui, il y a des nombres de femmes, mais là, on ne pouvait même pas s'y attendre. Alors, madame, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Dans votre carrière politique, avez-vous eu quelques souvenirs heureux? Si oui, lesquels? Ah, les souvenirs heureux, il y en a beaucoup, hein. Citez-nous quelques-uns seulement. Le souvenir heureux, je voudrais dire, nous sommes allés au dialogue intercongolais. Il y a eu la signature de l'accord global. Je suis rentré au pays, j'étais seul pour expliquer que l'accord global, l'accord cadre plutôt qui a été signé, n'était pas un accord qui valait la peine. Il fallait rentrer à la table de négociation pour que nous puissions signer l'accord global et inclusif. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquaient. En face de moi, j'avais le gouvernement dans son ensemble, j'avais toutes les composantes, en l'occurrence la composante MLC, quand je n'étais pas encore dans le MLC. Alors dans tous les débats politiques, la population peut s'en souvenir, j'étais toujours seul contre une bonne frange de la majorité de la population, les intervenants et tout, qui avaient même des moyens. Moi, je n'étais pas au pouvoir. Mais après, nous sommes rentrés à la table de négociation. Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan à l'époque, a été obligé par les circonstances à nommer plus un médiateur en la personne du président de l'Assemblée nationale au Sénégal aujourd'hui, l'honorable Moustapha Niasse, pour que nous puissions rentrer à la table de négociation
nous sommes rentrés à la table de négociation et nous avons obtenu l'accord global et inclusif. Je sais que beaucoup ont agi, mais j'étais seul ici pour convaincre et la communauté internationale et les compatriotes congolais. Comme pour dire que la majorité n'a toujours pas raison. Ça, c'était un coup politique pour moi que je me suis toujours estimée heureuse. Je crois que les gens n'en voient pas ça. J'ose croire qu'on le dira peut-être à titre posthume, mais moi-même, j'en suis très, très heureuse. C'est déjà une très bonne chose parce que vous-même, vous le reconnaîtrez. Alors, que pensez-vous de la religion? Oui, de la religion, je suis d'abord croyante, il faut le dire. Je crois que la religion sert à réglementer un peu le mental de l'être humain. Je ne le dirais pas comme on avait dit, la religion c'est l'opium du peuple, mais chaque chose a des limites. Il y a quand même une certaine exagération dans la pratique religieuse actuellement. Je prends là où l'environnement majoritairement chrétien, là où je suis, je crois qu'il y a des exagérations. Moi, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir pour dire « Je viens vous parler de la parole de Dieu, que vous acceptez le Seigneur et tout ». Parfois, ça me choque, mais je crains de blasphémer. C'est comme qui dirait, donc, du haut de plus de 50 ans de vie, moi, je ne connais pas Dieu, c'est une personne qui viendra me faire convaincre si Dieu existe aujourd'hui, en plein 21e siècle. Là, j'ai mis des réserves. Et puis, les rites, le genre d'exorcisme, tout le temps qu'on passe à l'église du matin au soir, on oublie le travail et tout. Et puis, la manière dont on est tenté de malayer l'esprit des gens, où on mélange les fétiches avec la religion, on pense que Dieu est devenu seulement le Dieu miracle. C'est comme si on prêchait seulement des questions de miracles, comme si on a besoin de preuves de l'existence de Dieu qu'à travers le miracle. Le fait déjà de respirer, c'est un miracle extraordinaire de Dieu. Alors, je prends l'environnement chrétien. Alors, l'environnement musulman, parce que je suis musulmane, l'islam, c'est une religion de paix. Le fait que dans la société, il y a des extrémistes qui sont en train de ternir l'image de la religion. Oui, oui, exactement. Tous ces gens des extrémistes et des fauteurs de troubles à gauche, à droite, ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça la religion. Même les fétiches, les maraboutismes et tout ça, ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça la religion. L'islam, c'est la croyance à un Dieu de paix. C'est pourquoi même la salutation en islam, on dit salam alaikum, signifie que la paix soit sur vous. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je pense de la religion. Comme vous avez déjà dévoilé votre couleur chrétienne, je vais dire, la plupart des femmes musulmanes se couvrent la tête et les cous, mais vous vous habillez comme les femmes chrétiennes. Est-ce que cela ne pose pas un problème par rapport à votre religion ou ce que... Mosquée, oui, oui. Oui, c'est vrai que, même que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, la femme doit se couvrir pendant la prière. Moi, je me couvre pendant la prière. Seulement pendant la prière. Oui, oui, moi seulement pendant la prière, ou bien dans certaines d'autres cérémonies, ou pour ne pas, comment on dit, toucher les sensibilités. Mais j'aime être, comme on dit, il y a l'expression, on est juif, c'est les juifs. On est chrétien, c'est les chrétiens, on est musulman chez les musulmans en termes de parure. Mais Dieu ne tient pas vraiment, je ne voudrais pas aller blasphémer dans le Coran, mais Dieu me connaît mon fort intérieur, je le proclame. Je suis, c'est vrai, issu d'une famille chrétienne, mais après mon mariage, je me suis converti en islam et je suis très à l'aise, je suis en symbiose avec l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, qui me donne toute cette force où les gens se demandent d'où je tire la force, le courage et tout ça, je les tire que de Dieu. D'accord. Et quels sont vos défauts? Les défauts que vous détestez des autres? Non, je n'aimerais pas juger les autres en termes de défauts que je déteste des autres. Les défauts peut-être en moi, c'est les principes où les gens trouvent que je suis parfois difficile. J'aime que mon oui soit oui, mon non soit non. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment souvent faire la complaisance. Alors, mon défaut encore des autres, il y en a qui me critiquent pour dire que tu es une autorité, mais souvent tu te rabaisses et tout. Moi, je ne vois pas déjà un petit et un grand. Je vois tout le monde pareil. Je peux m'asseoir par terre avec les gens qui sont assis par terre et je sais aussi me tenir debout
dans de hautes instances de prise de décision avec les gens qui ont un certain niveau. Par exemple, il m'arrive de présider, de diriger des hautes réunions, des hautes conférences dans des grands auditoires au niveau international, même au niveau des Nations Unies, et dans un niveau sécuritaire le plus élevé au niveau international. Mais il m'arrive aussi de tenir des petites réunions au village avec des cultivateurs, avec des pêcheurs. Donc, je m'adapte dans tous les milieux. Alors, il y en a qui me critiquent comme pour dire non, tu es en train de te rabaisser. Il faut garder les standards, mais moi, je n'appelle pas ça me rabaisser. Alors, les téléspectateurs de votre magazine Femina veulent savoir, est-ce que Madame Eve Bazaïba aime-t-elle le sport? Si oui, lequel? Oui, j'adore le sport. J'ai joué au foot, j'étais numéro 3. À l'époque de Babaïla, on m'appelait Babaïla, comme je suis Bazaïba. J'ai joué au foot numéro 3, j'étais défenseur. Alors, mais j'ai joué plus au basket. Basketball dans Vijana. Ceux qui me connaissent dans Vijana, à Kinshasa, j'ai joué au basketball. J'aime bien les sports. Mais maintenant, c'est le temps qui me manque. Mais si vous êtes à la maison, vous souhaiterez suivre un match de football ou le match de basketball? Oui, je suis le match de football plus. Basketball, ces derniers temps, je ne suis plus les matchs de football. D'ailleurs, dans les temps, je connaissais les classements des joueurs. On peut parier, je sais que nous avons telle compétition au niveau de l'INAFOOT, au niveau ou bien de la CAN, ou bien au niveau de... On peut parier avec quelqu'un sur les classements des joueurs. Gagner. Je réussissais toujours parce que je me disais, si je suis, parce que je voyais même les bons fanatiques suivent même les entraînements. Donc je suivais même les entraînements, je connaissais les programmes. Mais pour le moment, c'est le temps qui me fait défaut. Des Club, des Vita Club, des Mazembe, ou vous êtes de la... Ah, je ne souhaiterais vraiment pas le dire. J'espère. Non, mais parce qu'il y a tellement de téléspectateurs qui seront de votre côté si vous donnez... Oui, mais il ne faut pas que les autres aussi ne soient pas de mon côté. D'accord, madame. Avant de nous séparer, avez-vous un message particulier à adresser à toutes les femmes qui vous suivent? Oui. À toutes les femmes qui me suivent, je voudrais d'abord les soutenir pour dire que toutes les femmes sont compétentes. Ce que vous faites dans vos foyers, vous êtes en mesure de le faire à un niveau encore plus élevé. Et spécialement aux femmes politiques, je leur dis de venir nombreuses en politique. Parce qu'une femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. Et on n'est pas politique pour soi-même, on est politique pour le bien-être social de la communauté. D'accord. Merci beaucoup, Madame Eve Bazaïba Massouli, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle là que nous venons de nous entretenir avec Madame Eve Bazaïba, qui est non seulement députée nationale, mais aussi secrétaire générale du Mouvement pour la libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Elle est également présidente de la Ligue des femmes congolaises pour les élections. On ne peut que s'arrêter là parce que la liste est tellement longue. Et voilà, Femina touche à sa fin. Merci de votre attention, madame, messieurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci.